90 000 barrages ont été érigés sur le territoire des États-Unis au cours du XXe siècle pour transformer radicalement le paysage industriel et agricole. Ces structures massives en béton et en terre ont permis d'éclairer des métropoles entières, d'irriguer des surfaces cultivables arides et de propulser la croissance d'une économie nationale en pleine expansion. Pourquoi une telle prouesse technique a-t-elle fini par engendrer un désastre écologique silencieux? On pourrait penser que l'énergie propre produite par la force de l'eau n'a aucun impact négatif sur l'environnement immédiat. Mais en réalité, cette barrière physique infranchissable a brisé le cycle de vie de nombreuses espèces, en particulier celui du saumon. 2 barrages massifs ont été installés sur le cours de la rivière Elwha, entravant définitivement le flux naturel des eaux vers l'océan. Ce cours d'eau, qui accueillait autrefois plus de 400 000 saumons lors de leurs migrations annuelles, a vu ses populations s'effondrer jusqu'à transformer le bassin versant en un écosystème dépourvu de vie. L'équipement hydroélectrique a stoppé le transport des sédiments et des nutriments, modifiant la structure même du lit de la rivière. Mais ce n'est que le début. Les autorités ont longtemps considéré la restauration de la rivière Elwha comme une cause perdue, malgré des investissements se chiffrant en milliards de dollars pour la conservation à l'échelle nationale. On peut remarquer comment les structures de béton, hautes de plusieurs dizaines de mètres, agissaient comme des murs inamovibles, séparant la source de l'estuaire. La suite devient plus complexe. Le gouvernement a finalement pris la décision exceptionnelle de démanteler intégralement ces infrastructures pour libérer le courant. L'équipement de démolition a progressivement grignoté le béton, permettant à l'eau de reprendre son chemin originel vers la mer. Quelques années seulement après la disparition des obstacles, un phénomène biologique surprenant a été observé par les scientifiques sur le terrain. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les saumons ont commencé à recoloniser des zones de la rivière qui leur étaient inaccessibles depuis plusieurs générations, remontant le courant avec une vigueur retrouvée. On voit comment les poissons redécouvrent des frayères ancestrales grâce à la disparition des turbines et des vannes de régulation. Tout se complique encore lorsque l'on analyse la capacité de ces espèces à mémoriser des trajectoires géographiques après un siècle d'interruption totale. La sédimentation se dépose en couches uniformes sur les berges, recréant des habitats propices à la reproduction. Cela ne s'arrête pas à cette étape. La dynamique hydrologique redonne une forme naturelle aux méandres, facilitant le passage des bancs de poissons vers l'amont. La compréhension des mécanismes biologiques qui ont permis aux saumons de retrouver ces sentiers aquatiques, oubliés par leurs ancêtres, demande une étude approfondie des données recueillies. Chaque étape de la déconstruction a été planifiée pour minimiser l'impact des bouts de curage sur la faune résiduelle. Le métal et le béton ont laissé place à un écoulement fluide, rétablissant l'équilibre entre la terre et l'eau. Le processus passe doucement à la transformation finale. 400 000 saumons du Pacifique remontaient chaque année le cours de la rivière Elwha avant que l'activité humaine n'en modifie le cycle naturel. Pourquoi ce système fluvial était-il considéré comme l'un des écosystèmes les plus robustes de toute la côte ouest des États-Unis? On pourrait imaginer qu'une rivière standard suffit à la survie de l'espèce, mais en réalité, seule la configuration unique de l'Elwha permettait d'accueillir une telle diversité de populations, incluant les saumons Chinook, Coho, Sockeye, Pink et Chum. Mais ce n'est que le début de cette complexité biologique. Certains spécimens de saumon Chinook de l'Elwha atteignaient des dimensions hors normes, dépassant un poids de 45 kg. On peut remarquer la puissance de ces poissons qui figurent parmi les plus grands jamais enregistrés dans l'histoire de l'espèce. Pour le peuple Klallam de la basse Elwha, le cours d'eau ne représentait pas uniquement une source de nourriture, mais constituait l'axe vivant d'une culture entière. La suite devient plus complexe avec l'interaction entre la faune et la flore. Le fleuve serpentait sur plus de 112 km vers l'amont, s'enfonçant dans les forêts anciennes du Parc national olympique, dans le nord-ouest de l'État de Washington. L'équipement naturel du lit de la rivière se composait alors de débris ligneux massifs, de graviers profonds et de canaux secondaires sinueux. On voit comment ces structures physiques créaient un habitat de protection idéal, où les jeunes saumons pouvaient s'abriter et croître en toute sécurité. Tout se complique encore lors de la phase de décomposition après la reproduction. Chaque saison de frai entraînait la mort des géniteurs après la ponte, transformant leur carcasse en vecteurs de nutriments essentiels.
Les restes organiques transportèrent le carbone, l'azote et le phosphore accumulés dans l'océan, directement vers le cœur de la forêt et du réseau hydrographique. L'équipement biologique de la région absorbait ces éléments de manière systématique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque l'on analyse la composition chimique de la végétation environnante. 20 à 25% de l'azote présent dans la végétation riveraine provenait directement des saumons, selon les données recueillies par des études ultérieures. Ce transfert de minéraux depuis le milieu marin vers les sols forestiers assurait la croissance des arbres millénaires bordant les rives. L'équilibre entre les cycles migratoires et la santé des forêts maintenait la stabilité de cet environnement pendant des millénaires. Le flux de nutriments circulait ainsi sans interruption, alimentant chaque strate de la chaîne trophique. L'acier des nutriments et le cycle de la vie s'intégraient parfaitement dans cette dynamique hydrologique complexe. La rivière Elwha fonctionnait comme une immense machine de distribution d'énergie naturelle, où chaque étape du cycle de vie du saumon jouait un rôle technique précis dans le maintien de la biodiversité. Le système atteignait une efficacité maximale, permettant la coexistence de 5 espèces différentes dans un même couloir de migration. Le processus achève cette phase, illustrant la richesse originelle de ce territoire sauvage. 113 km de cours d'eau ont vu leur destin basculer au début du XXe siècle, lorsque 2 barrages hydroélectriques furent successivement érigés sur la rivière Elwha. Pourquoi choisir de bloquer un tel flux naturel ? On pourrait supposer que l'impact sur la faune avait été anticipé par les ingénieurs de l'époque. Mais en réalité, ces structures massives furent conçues exclusivement pour alimenter en électricité les usines de papier, les scieries et la ville de Port Angeles, alors en pleine expansion industrielle. Cette décision technique s'inscrivait dans une logique de développement urbain typique des États-Unis à cette période. Le premier ouvrage, nommé Barrage Elwha, acheva sa construction en 1913 à proximité immédiate de l'embouchure, à seulement quelques kilomètres de l'océan. On peut remarquer comment sa position stratégique captait l'énergie dès la fin du parcours fluvial. 14 ans plus tard, en 1927, le barrage de Glens Canyon fut achevé plus loin, en amont, niché au cœur d'un canyon profond. La suite devient plus complexe. L'absence totale de dispositifs de franchissement pour les poissons constitue une caractéristique majeure de ces 2 infrastructures. À cette époque, la science écologique n'en était qu'à ses balbutiements et la préservation des saumons ne représentait pas une priorité dans la conception des grands ouvrages d'art. Le barrage de Glens Canyon se dressait entre des parois rocheuses abruptes et étroites, une configuration géographique qui rendait l'installation d'échelles à poissons techniquement irréalisable avec les outils du début du XXe siècle. Même lorsque l'État de Washington instaura ultérieurement des lois rendant les échelles à poissons obligatoires, les 2 structures de la rivière Elwha bénéficièrent d'exemptions permanentes. Mais ce n'est que le début. En seulement quelques années d'exploitation, plus de 70 000 d'habitats situés en amont furent isolés de manière irréversible. Les zones de frais naturels, indispensables au cycle de vie des salmonidés, devinrent inaccessibles pour les bancs de poissons. On voit comment les populations de saumons ont chuté drastiquement, passant de centaines de milliers d'individus à seulement quelques milliers à la fin du XXe siècle. Ce déclin a engendré une cascade de conséquences écologiques sur l'ensemble du bassin versant. Les nutriments essentiels provenant du milieu marin ne parvenaient plus jusqu'aux forêts riveraines, car le transport biologique assuré par les poissons était interrompu. Tout se complique encore au niveau de la structure physique du cours d'eau. Le lit de la rivière s'est progressivement simplifié, perdant ses débris ligneux et subissant une altération du mouvement naturel des sédiments. L'équipement de mesure géologique montre une uniformisation du chenal. À mesure que les ressources alimentaires s'épuisaient, les oiseaux et les mammifères prédateurs se sont raréfiés dans la zone. Le système, qui fonctionnait autrefois en parfaite harmonie avec le rythme des migrations, s'est éloigné de son équilibre naturel. Pendant près de 100 ans, la rivière Elwha a continué de couler entre ses rives, mais le cycle vital qui garantissait autrefois sa vigueur biologique était brisé. La structure des écosystèmes était restée fragmentée, laissant la forêt et les eaux dans un état de carence nutritive prolongé. Le processus de dégradation s'est stabilisé dans ce nouvel état de fait technique et environnemental. La matière et l'énergie ont continué de traverser les turbines, tandis que la biomasse originelle demeurait bloquée en aval des murs de béton.
Le cycle interrompu est ainsi devenu la norme pour ce paysage industriel durant plusieurs générations. Les barrages ont maintenu leur emprise sur le débit, transformant l'énergie cinétique de l'eau en courant électrique sans hâte. Le système attendait une modification majeure de sa structure pour retrouver sa dynamique d'origine. C'est ainsi que s'est figée, pour un siècle, l'une des étapes clés de l'histoire hydrologique de la région. 20 millions de mètres cubes de sédiments, c'est la quantité colossale de limon, de sable et de gravier accumulés derrière les structures durant près d'un siècle. Pourquoi envisager le démantèlement complet de deux infrastructures aussi massives sur le fleuve Elwha? On pourrait croire qu'une simple modernisation technique ou l'ajout de passages pour les poissons suffirait à corriger les erreurs du passé. Mais en réalité, le rapport entre les bénéfices énergétiques produits et les dommages écologiques subis était devenu si disproportionné qu'une simple réparation n'était plus viable économiquement ni écologiquement. Le gouvernement fédéral des États-Unis a pris la décision exceptionnelle de privilégier la restauration intégrale plutôt que le maintien industriel. Les ingénieurs ont observé que les barrages vieillissaient préoccupamment, affichant une efficacité de production électrique en chute libre, tandis que les coûts de maintenance s'élevaient inexorablement vers des sommets. On peut remarquer comment les structures se situaient entièrement dans les limites du parc national olympique, une zone protégée où les priorités de conservation de l'écosystème ont fini par surpasser les intérêts de production d'énergie. Mais ce n'est que le début. Le Congrès a ratifié en 1992 la loi sur la restauration de l'écosystème et des pêcheries du fleuve Elwha. Ce texte législatif ne visait pas seulement la réintroduction des populations de saumon, mais ambitionnait de ramener l'intégralité du bassin versant à un état de fonctionnement aussi proche que possible de sa condition naturelle originelle. La suite devient plus complexe. D'apparence facile, le retrait des barrages comportait en réalité des risques environnementaux majeurs pour toute la région. L'énorme volume de sédiments piégés menaçait de troubler les eaux de manière opaque, de modifier physiquement l'embouchure du fleuve et d'impacter durablement la vie marine côtière. L'équipement de surveillance a été déployé pour anticiper ces changements brutaux, car personne ne pouvait garantir avec certitude la vitesse de retour des saumons, ni même s'ils retrouveraient le chemin de leur frayère après 100 ans d'absence. Tout se complique encore. Les travaux de démantèlement ont officiellement débuté en 2011, malgré les controverses et les zones d'incertitude scientifique. Il s'agissait alors du plus vaste projet de retrait de barrages de toute l'histoire des États-Unis, dépassant tous les précédents par son ampleur d'ingénierie et par la portée de sa vision. On voit comment les mâchoires hydrauliques et les charges contrôlées ont commencé à réduire le béton en morceaux, marquant un tournant historique. Pour la toute première fois, une société choisissait délibérément de déconstruire sa propre infrastructure pour rendre ses droits à la nature sauvage. Le processus de déconstruction s'est poursuivi par étapes successives, permettant au débit du fleuve de retrouver son lit historique. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne, vers un futur où l'équilibre naturel reprend progressivement ses droits. 100 ans, c'est la durée exacte pendant laquelle le cours de la rivière Elwha est resté scindé en deux par des structures de béton infranchissables. Pourquoi le retrait des derniers segments des barrages a-t-il provoqué une réaction biologique presque instantanée? On pourrait supposer que la nature nécessite des décennies pour penser de telles plaies artificielles. Mais en réalité, dès que l'obstacle final s'est effacé, la connexion physique entre les cimes des montagnes olympiques et l'immensité de l'océan s'est rétablie d'elle-même, sans aucun artifice protocolaire. L'eau a simplement repris son inclinaison naturelle, s'écoulant selon une gravité retrouvée, tandis que les saumons réagissaient, sans le moindre délai, à l'ouverture de ce corridor biologique. Parallèlement à la déconstruction des infrastructures, les agences de gestion ont procédé à l'introduction ciblée d'un nombre restreint de saumons juvéniles et adultes dans le bassin versant supérieur. Ces opérations de libération ont été maintenues à une échelle très réduite, fonctionnant comme une impulsion initiale plutôt que comme un programme de repeuplement massif basé sur l'élevage en écloserie. On voit comment les premiers individus ont franchi les secteurs du fleuve autrefois condamnés en seulement quelques mois de liberté retrouvée. Mais ce n'est que le début. Lors des saisons de frai qui ont suivi l'effacement des murs de béton, les poissons ont commencé à occuper des lits de gravier qui n'avaient accueilli aucune activité de reproduction depuis plusieurs générations de biologistes. Les relevés de terrain effectués par les équipes de surveillance
ont rapidement confirmé que plusieurs espèces distinctes réinvestissaient le cours supérieur, notamment le chinook, le coho, le sockeye et le chum. La suite devient plus complexe. Un fait particulièrement frappant a été observé par les scientifiques. Certains des saumons de retour ne provenaient pas des stocks locaux historiques de la rivière Elwha, mais de populations voisines issues de la région environnante. Cela a démontré de manière irréfutable que ces poissons ne dépendent pas uniquement de l'instinct de retour vers leur lieu de naissance. Ils possèdent également une capacité d'adaptation flexible qui leur permet de recoloniser de nouveaux habitats dès que les conditions environnementales redeviennent favorables. Tout se complique encore lorsque l'on analyse la dynamique globale de cette renaissance. Le retour s'est opéré de façon silencieuse et progressive, mais avec une détermination mécanique implacable. On peut remarquer comment le cycle de vie du saumon, véritable fondement structurel de l'écosystème entier de l'Elwha, a retrouvé sa fluidité après un siècle de rupture forcée. Le lien biologique entre la terre et la mer est désormais rétabli, laissant la nature opérer sa propre maintenance. Le flux des sédiments et des nutriments circule à nouveau sans entrave vers l'embouchure. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage naturel du paysage fluvial. 100 000 tonnes de nutriments. C'est la charge biologique que les saumons transportent dans leur corps lorsqu'ils remontent vers les sources. Les poissons ne se contentent pas de nager à contre-courant. Ils agissent comme des vecteurs de minéraux essentiels pour l'ensemble du bassin versant. Pourquoi le retour de ces poissons est-il si crucial pour la flore environnante? À première vue, on pourrait croire que le cycle de vie aquatique n'influence que le lit de la rivière. Mais en réalité, la décomposition des saumons après le frai libère de l'azote, du phosphore et du carbone qui saturent les sols et la végétation riveraine. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les scientifiques ont rapidement identifié une augmentation massive des populations d'insectes aquatiques qui constituent la base structurelle du réseau trophique fluvial. On voit comment les oiseaux piscivores et les espèces aviaires de rivage recolonisent les zones de nidification en nombre croissant. La suite devient plus complexe. Les loutres de rivière, les ours noirs et les martres augmentent leur fréquence de passage le long des berges de l'Elwha. On peut remarquer que ces mammifères exploitent activement la réserve de nourriture saisonnière apportée par la migration des poissons. Tout se complique encore. Des analyses biochimiques ont permis de détecter de l'azote d'origine marine jusque dans les tissus des arbres bordant la rivière. C'est la preuve physique que le lien séculaire entre le cours d'eau et la forêt est en phase de restauration complète. La végétation gagne en diversité et en stabilité mécanique. L'équipement de mesure confirme que les racines plus denses fixent désormais les sols avec une efficacité accrue. Cela réduit l'érosion des berges et stabilise la composition chimique du milieu. La qualité globale de l'eau s'améliore à mesure que l'écosystème terrestre et aquatique fusionne à nouveau. Le cycle naturel retrouve sa structure d'origine et se stabilise. Des dizaines de milliers de saumons sont retournés dans les eaux de la rivière Elwha, mais cette réapparition massive n'a pas été sans heurts pour l'équilibre local. Pourquoi l'abondance de poissons a-t-elle provoqué des perturbations inattendues dans le cours d'eau? On pourrait supposer que le retour de la faune ne génère que des bénéfices immédiats pour l'environnement. Mais en réalité, chaque saison de frai s'est accompagnée d'une augmentation brutale de la charge en nutriments, forçant l'écosystème à une adaptation rapide et parfois violente. On voit comment l'excès de matière organique stimule une prolifération intense d'algues et de divers micro-organismes dans certains segments spécifiques de la rivière. Ce phénomène biologique consomme une part importante des ressources disponibles. En conséquence, les niveaux d'oxygène dissous chutent de manière saisonnière, modifiant temporairement la chimie de l'eau. Mais ce n'est que le début. Vaste et complexe, le processus de libération des sédiments a transformé physiquement le paysage aquatique après le démantèlement des barrages. Les matériaux accumulés pendant des décennies se sont déversés dans le courant, rendant les eaux particulièrement turbides durant les premières années de transition. L'équipement de surveillance enregistre alors une modification profonde de l'embouchure de la rivière, où les dépôts redessinent continuellement les contours du littoral. La suite devient plus complexe. Les pêcheurs locaux ont exprimé des inquiétudes techniques quant à la dispersion des bancs de saumon, dont les trajectoires de remontée sont devenues moins prévisibles. Parallèlement, les gestionnaires de l'environnement ont dû calibrer avec précision le soutien des écloseries.
le maintien d'un équilibre entre la conservation des populations sauvages et les programmes d'élevage artificiel reste une priorité opérationnelle délicate. Tout se complique encore. Le retour à un état fonctionnel ne s'est pas produit de façon instantanée ou idyllique pour la rivière Elwha. On peut remarquer que l'écosystème, autrefois sous contrôle humain prolongé, entame une phase de réajustement structurel qui s'étend sur plusieurs années. L'équipement sépare progressivement les anciennes contraintes des nouvelles dynamiques naturelles. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. C'est pourquoi la restauration écologique est définie ici comme un processus technique de longue durée plutôt que comme un résultat fixe. La rivière doit retrouver son propre équilibre mécanique et biologique à travers des cycles successifs de régulation. Le flux se stabilise désormais à un rythme plus naturel. Le traitement ultérieur des données environnementales ne fera que confirmer la solidité de cette transformation sur le long terme. 4 grands barrages hydroélectriques, c'est l'ampleur de l'infrastructure qui a fragmenté le cours de la rivière Klamath pendant des décennies. Pourquoi ce démantèlement massif est-il devenu inévitable pour cet écosystème de l'ouest des États-Unis? On pourrait penser qu'une simple modernisation des structures ou l'ajout d'échelles à poissons suffirait à restaurer la faune. Mais en réalité, comme pour l'expérience menée sur la rivière Elwha, la seule solution viable pour rétablir le cycle naturel a été la suppression totale des obstacles en béton. Le fleuve Klamath représentait autrefois l'un des corridors de migration des saumons les plus cruciaux de toute la région. Durant des millénaires, ce flux ininterrompu a soutenu des communautés autochtones et des écosystèmes riverains d'une grande richesse. Mais ce n'est que le début d'une dégradation profonde. L'implantation des barrages au cours du XXe siècle a brusquement sectionné l'accès des poissons à leur habitat d'amont, provoquant une chute drastique des populations. On peut remarquer comment la qualité de l'eau s'est détériorée au fil des ans derrière ces murs statiques. Cette situation a alimenté des tensions croissantes entre les exploitants hydroélectriques, le secteur agricole, les organisations de conservation et les droits des peuples autochtones. La suite devient plus complexe. Contrairement à d'autres projets, le chantier du Klamath s'étend sur 2 États, l'Oregon et la Californie, imposant une logistique monumentale. La coordination a nécessité l'implication de dizaines de communautés locales, d'agences de gestion et de multiples tribus amérindiennes. Cela ne s'arrête pas à cette étape administrative. Ce projet s'est imposé comme l'une des décisions de retrait de barrages les plus denses et les plus techniques jamais entreprises dans l'histoire du pays. On voit comment les engins de chantier ont progressivement déconstruit les parois, libérant des millions de mètres cubes d'eau. Au début des années 2020, les derniers barrages ont été définitivement effacés du paysage. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Immédiatement après la libération du courant, les saumons ont commencé à remonter vers des biefs de rivières restés inaccessibles depuis près d'un siècle. L'équipement de surveillance enregistre désormais le passage des géniteurs dans des zones autrefois asséchées ou stagnantes. Tout se complique encore lorsque l'on compare ces résultats à des systèmes plus modestes. Si la rivière Elwha a prouvé qu'un petit cours d'eau peut rebondir avec une rapidité surprenante, le cas du Klamath démontre une vérité plus vaste. Même les systèmes fluviaux les plus larges et les plus éprouvés par l'activité industrielle conservent une capacité de résilience. Le rétablissement est possible dès lors que les corridors écologiques sont physiquement réouverts. Le fleuve retrouve aujourd'hui son tracé originel à travers les vallées. La matière s'en va plus loin le long de la chaîne, vers l'océan, rétablissant un équilibre naturel longtemps rompu. L'acier et le béton laissent en place au mouvement fluide des sédiments et de la vie aquatique. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie à une restauration durable de l'ensemble du bassin versant. 4 grands barrages s'alignent successivement sur le cours inférieur de la rivière Snake, formant une barrière artificielle massive au cœur du nord-ouest des États-Unis. Pourquoi ces structures monumentales font-elles l'objet d'une controverse nationale qui dure depuis plusieurs décennies? À première vue, la question du rétablissement des populations de saumon semble être un défi purement technique, mais en réalité, elle s'est transformée en un affrontement complexe entre écologie et économie. La Snake constitue un corridor de migration vitale pour le saumon Chinook et la truite arc-en-ciel, traversant les terres arides de l'intérieur avant de se déverser dans les eaux de la rivière Columbia.
L'équipement installé sur ces édifices remplit des fonctions industrielles diversifiées et cruciales pour la stabilité de toute une région. On peut remarquer comment les turbines génèrent de l'électricité en continu, tandis que les écluses permettent la navigation intérieure vers l'arrière-pays. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les stations de pompage extraient des volumes d'eau massifs pour assurer l'irrigation des terres agricoles environnantes, transformant chaque barrage en un pilier politique et économique difficilement déplaçable. Des mesures d'atténuation variées ont pourtant été déployées au fil des années pour tenter de concilier ces infrastructures avec la vie sauvage. Les ingénieurs ont construit des échelles à poissons sophistiquées et mis en place des systèmes de transport par barge pour déplacer les juvéniles autour des obstacles de béton. La suite devient plus complexe. La gestion du débit de l'eau est également ajustée avec précision pour faciliter le mouvement des migrateurs, mais l'efficacité de ces dispositifs reste limitée face à l'ampleur des structures. On voit comment, malgré ces efforts techniques constants, les populations de saumon continuent de décliner de manière inexorable. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Cette chute démographique a poussé le débat vers une interrogation fondamentale sur la nécessité de supprimer totalement ces barrages, à l'image de ce qui a été réalisé sur les rivières Elwha ou Klamath. Mais la situation sur la Snake est singulière par son échelle et ses implications directes sur la société. Tout se complique encore lorsque l'on analyse les répercussions d'un tel démantèlement sur l'équilibre régional. La question dépasse largement le cadre environnemental pour toucher la production énergétique, la sécurité alimentaire, l'emploi et la logistique agricole. C'est pourquoi le dossier est devenu l'un des plus débattus aux États-Unis, représentant un point de tension extrême dans les efforts globaux de restauration des écosystèmes fluviaux. Le flux de la rivière continue de buter contre ses remparts de béton, tandis que les discussions se poursuivent sans hâte. 3 fleuves majeurs, l'Elwha, le Klamath et la Snake, démontrent par leurs trajectoires respectives que la restauration écologique ne répond à aucune formule préétablie ou simpliste. Chaque projet impose une succession d'arbitrages complexes entre les impératifs des activités humaines et l'intégrité des systèmes biologiques naturels. Pourquoi la restauration de ces écosystèmes est-elle perçue comme un défi permanent? On voit souvent ces initiatives comme une tentative de restaurer un passé idéalisé. Pourtant, l'objectif n'est pas de remonter le temps, mais de mettre en place les conditions physiques nécessaires pour que la nature puisse s'adapter de manière autonome à un environnement qui a déjà subi des transformations irréversibles. À première vue, le cas de l'Elwha pourrait ressembler à une réussite isolée, mais en réalité, il constitue un précédent technique concret. On peut remarquer comment les sédiments se redistribuent progressivement le long du lit du fleuve après le retrait des obstacles artificiels. Mais ce n'est que le début. L'exemple de l'Elwha ne représente ni un miracle inexpliqué, ni une conclusion définitive aux problèmes environnementaux. Il apporte la preuve physique que lorsque les structures humaines s'effacent, les systèmes hydrologiques retrouvent une capacité intrinsèque à tracer leur propre chemin. La suite devient plus complexe. Une interrogation fondamentale subsiste désormais pour des milliers d'autres cours d'eau à travers le monde. Elle concerne la proportion d'espace et de liberté que les sociétés sont prêtes à restituer aux écosystèmes pour qu'ils fonctionnent sans intervention constante. Tout se complique encore lorsque l'on considère l'échelle des infrastructures existantes. La capacité de ces fleuves à s'autoréguler dépend directement de la réduction de l'emprise technique sur leurs bassins versants. Le processus ne fait que prendre de la vitesse à mesure que les retours d'expérience s'accumulent. C'est ainsi que s'achève l'une des étapes clés de la réflexion sur la gestion des ressources hydriques.